Abaisse le levier, écran. Pas celui-là! Salutationalisation. Je parle énormément de Disney dans ces vidéos histoires et en même temps, comment vous voulez faire pour passer ce géant du divertissement sous silence? Quand on parle de Disney dans les années 2000, l'ironie étant qu'on pense aux années 90 avec Aladdin, avec Le Roi Lion et autres Moulin. Mais du Disney de cette époque, il y en a un qui est devenu un culte au niveau de la comédie, je parle bien sûr de Kuzco. Pas ton verre. Poison. Ça arrache! The Emperor's New Groove, Kuzco, l'empereur mégalo ou encore un empereur nouveau genre au Québec, parce qu'on aime bien traduire les noms, c'est un de mes Disney préférés. L'histoire y est différente des autres Disney, on n'a pas de chansons, on a moins d'aventures, de romances, on est sur un projet purement comique. Sur cette chaîne, j'ai souvent parlé de cette époque chez Disney, de ce qui s'y passait et de pourquoi c'était difficile. Et à mon sens, aucun film ne représente mieux ce fait que Kuzco. Oh ouais! Alors, entre écriture et autres magouilles qui se passent dans le background, aujourd'hui, je vous donne l'histoire catastrophique de la production de ce long métrage. Si vous aimez donc l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche ainsi qu'à laisser un like et un commentaire pour le référencement de la vidéo. Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé chez Kuzco? La mort de Disney. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... En 1967 sort Le Livre de la Jungle, le dernier film d'animation produit par Walt Disney en personne. Et quand un roi laisse son trône, malheureusement, on n'est jamais sûr si la paire de fesses qui va prendre sa place est oui ou non faite pour ce rôle. Si bien en fait que quand les années 80 sont arrivées, la compagnie Disney était sur le point d'être rachetée et démantelée entre les actionnaires. C'est là alors que Roy Disney va amener un homme pour faire changer les choses, et cet homme c'est Michael Eisner. Eisner, dans le monde du cinéma, avant d'être un artiste, c'est surtout un businessman ayant travaillé sur des grosses compagnies de production comme Paramount ou ABC. Il a déjà été PDG justement chez Paramount dans sa division de production de films faits pour le cinéma, et ici on l'amène pour être le successeur de Disney. Et autant dire qu'on en a besoin parce qu'au même moment sort Taram et le Chaudron Magique, le film qui a failli tuer la compagnie. Le film qui a été un échec tellement monumental que Disney a dû revoir comment ils allouaient les budgets faits à leurs films d'animation et relocaliser les bureaux des animateurs dans des lieux moins chers, si c'était pas simplement pour fermer le département d'animation au complet. C'est là que Michael Eisner va contacter Jeffrey Katzenberg pour le nommer responsable de la division des productions de films d'animation. Katzenberg, dans le monde de la production, c'est un sauvage. Il est connu pour exiger et obtenir la perfection dans ses projets. On a donc un producteur perfectionniste connu pour repousser les limites sous les ordres d'un PDG qui demande à ce qu'on réduise les coûts et qu'on soit un petit peu moins ambitieux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et étrangement, pour une fois, quand on pose cette question, la réponse, c'est pas grand-chose. Parce qu'en 89 sort La Petite Sirène, plus grand succès des studios Disney dans les 20 dernières années. Suivant est donc La Belle et la Bête, premier film d'animation de l'histoire à être nominé aux Oscars pour meilleur film de l'année. Aladdin devient le premier film d'animation à passer la barre des 200 millions au box-office. Et en 1994, Le Roi Lion devient le plus grand succès de l'histoire de Disney ainsi que le plus grand succès de l'année. Le Roi Lion reste encore aujourd'hui le plus grand succès de l'histoire de l'animation traditionnelle, sans parler de l'objet culturel iconique qu'il est devenu. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Jeffrey Katzenberg a donc simplement ressuscité le département d'animation Disney. C'est un nécromancien du cartoon. Et comme tout bon nécromancien dans votre partie de Donjons et Dragons, quand il n'y a plus rien à ressusciter, eh bien il fait plus grand chose. Roy Disney et Michael Eisner, ils vont trouver que Katzenberg, il réclame beaucoup trop de mérite pour son travail, en même temps il a juste ressuscité un département, et c'est la raison qui font qu'il va se faire refuser une promotion. L'ironie étant que Katzenberg ira créer par lui-même avec Steven Spielberg les studios DreamWorks, devenant une des plus grandes épines dans le pied des studios Disney. L'histoire de DreamWorks, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dites-moi en commentaire si une vidéo histoire sur le sujet vous intéresse. Entre-temps, le départ de Katzenberg, il se fait sentir chez Mickey Mouse. Une baisse en qualité. Pocahontas fait très polémique et est critiqué pour avoir démoli l'histoire de l'Amérique. En même temps, comment tu veux romantiser un des plus grands génocides de l'histoire? C'est en 96 que sortira Le Bossu de Notre-Dame, qui est surtout connu pour être le film qui a augmenté les coûts de production dans le département d'animation. En plus de raconter une histoire qui est pas très accessible pour les jeunes enfants, si vous avez noté un pattern depuis le départ de Katzenberg, c'est le fait que les mauvaises décisions, elles semblent s'enchaîner chez Disney.
On est dans une époque où des films comme Tarzan ont bien du succès, mais le budget des projets qui montent toujours plus haut font que ça n'a pas autant l'impact qu'on voudrait. Ajoute à ça la fascination autour de l'animation en CGI et tu commences à comprendre que Disney ont besoin de changements. En fait, à l'époque, on se demandait même si l'animation traditionnelle et Disney eux-mêmes n'allaient pas juste subir le même sort que Mufasa. Tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Vient alors Cusco. La pré-production. Durant les années 90, la production du Roi Lion a eu son lot de problèmes, du fait que les exécutifs et le réalisateur George Scribner ne s'entendaient pas dans quelle direction le projet devait aller. C'est alors que Roger Allers et Rob Minkoff entrent en scène pour sauver le Roi Lion et on sait aujourd'hui qu'ils l'ont bel et bien fait. C'est comme ça que Roger Allers il a réussi à obtenir son projet à lui chez Disney et Michael Eisner au début il avait confiance. Les studios ils voulaient un setting sud-américain et Allers c'est quelqu'un qui était fasciné par la culture inca. L'idée germe donc d'adapter l'histoire de Mark Twain, le prince et le pauvre et de la mélanger à cette légende inca d'un dieu créant le soleil en tirant une étoile hors de son orbite. C'est ainsi que l'idée est née, le projet s'appelant le Royaume du Soleil. La narrative devait avoir comme protagoniste Manco, un empereur égoïste qui échange de place avec Pacha, un paysan qui lui ressemble trait pour trait. L'empereur sera donc transformé en lama par la méchante sorcière Yzma pour qu'elle puisse enfin bannir le soleil qui, selon elle, est responsable de sa perte en beauté. Et en même temps, Yzma, un peu de crème solaire, ça a jamais tué personne. Ça devait être un Disney classique avec de l'aventure, de la romance, des chansons, bref, une histoire traditionnelle. Dirigé par le gars qui a littéralement sauvé un projet qui est devenu le plus grand succès de l'histoire de l'animation. On peut avoir confiance. Et pourtant, les problèmes commencent. À la fin de 1994, le Royaume du Soleil commence sa pré-production et ce qui était censé être le nouveau succès de Disney viendra se ramasser lamentablement écrasé sous le poids de son propre succès. On dit que sur la production, quand le stress commençait à se faire sentir chez les équipes ou les investisseurs, il y avait une phrase que Allers sortait sans arrêt. « Rappelez-vous du Roi Lion ». Une sorte de façon du réalisateur de rappeler à son équipe que « t'en fais pas, il sait ce qu'il fait ». Parlant du Roi Lion donc, tout le monde a aimé le travail de Elton John sur ce film et tout le monde adorera le travail fait sur Tarzan par Phil Collins. C'est donc là qu'engager des musiciens professionnels à la place de compositeurs faits pour le cinéma, ça devient une norme chez les classiques d'animation Disney. On approche donc Sting pour les musiques du film et il sera sous contrat pour en produire 6. Tout le monde est emballé, mais les projections tests se passent assez mal du simple fait que le public ne trouve pas que le film est assez drôle. Entre alors Mark Dendall, qui avait déjà travaillé avec Allers sur La Petite Sirène, ici pour sauver le projet de la noyade. Retravailler un script déjà fini pour le rendre plus drôle si proche de la deadline, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer, c'est du succès garanti. On ajoute des éléments, on en enlève d'autres. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, Sting, il avait fini la bande audio du film et qu'elle ne correspond plus à l'idée du projet. On arrive au point où Allers dira que si on enlève quoi que ce soit du projet, ben ça tombe en morceaux, et Disney eux-mêmes, ils diront que les morceaux, ils ne s'assemblent pas. Ça va très très mal. Allers voudra, par son iconographie, sa mythologie et son histoire, honorer la culture inca. Pendant que Disney, ce qu'ils veulent, ben, c'est du cash. Michael Eisner ayant même passé une entente financière avec les restaurants McDonald's pour avoir des jouets Le Royaume du Soleil dans les Happy Meal à l'été 2000. C'est donc à ce point-là qu'on dit aux réalisateurs et producteurs, vous avez 2 semaines pour trouver une solution où on annule le projet. Entre-temps, Katzenberg, bien établi chez DreamWorks, sort plus vite que Disney le film Eldorado, un projet d'animation qui raconte une aventure épique dans la culture sud-américaine. Oui, on peut le dire, Katzenberg, il a pris sa revanche pour pas l'avoir eu sa promotion. Les deux réalisateurs sont donc séparés et ils auront 2 semaines chacun pour revenir avec leur idée de quelle direction doit prendre le projet. 4 ans après que la production ait été entamée. Parce que bien évidemment, tout ce qui manquait à ce projet, c'est les 2 réalisateurs qui se tapent la gueule pour différences artistiques. Bien entendu. Et une mauvaise idée en entraînant une autre, on a des équipes de tournage qui viennent produire un documentaire sur ces 2 semaines fatidiques, montrant les 2 réalisateurs travailler sur leurs idées chacun de leur côté et leur mettant une énorme boule de stress sur les épaules. Non, le projet, il était condamné. Les 2 réals vont donc donner leur pitch à la compagnie et c'est l'idée de Dindal qui sera reçue, à savoir produire un film entièrement centré sur la comédie. On dit même que pendant le pitch de Allers, les exécutifs auraient gardé le silence total et que pendant celui de Dindal, il était obligé de s'arrêter parce qu'ils riaient tous aux éclats. Dis-toi simplement que ton service va être réduit, que tu vas être victime d'un changement de cap, que ton existence va sortir du cadre de nos activités. Dindal prend les commandes. C'est là qu'en septembre 1998, Dindal est officiellement nommé réalisateur et a le feu vert pour recommencer le projet depuis le début.
1 an et demi avant sa sortie. Je rappelle qu'à la base, c'était un projet de 6 ans. Dindal, il serait allé s'excuser auprès de Haller, lui disant qu'il n'avait jamais eu comme intention de prendre sa place et lui proposant de revenir comme co-réalisateur. Il va refuser cette offre, disant qu'il n'avait absolument aucune rancune envers Dindal, qu'il comprend que c'est le métier, mais avec le poids de cet échec sur la conscience. Quand on lui a retiré sa position, il confiera même en entrevue qu'il est resté debout la moitié d'une nuit à faire son deuil du Royaume du Soleil. C'est là qu'il partira sur la production de Lilo et Stitch qui, oui, je vous l'accorde, mériterait sa propre vidéo. Avec Dindal aux commandes d'un projet aussi catastrophique, on appelle Randy Fumer qui est là pour lui prêter main forte. Dindal va donc demander à Michael Eisner un délai de 6 mois pour finir le film parce que sinon, c'est pas faisable. L'ironie étant que ce 6 mois de délai, il avait été refusé par Michael Eisner à Haller, malgré le fait qu'il lui a dit que s'il les avait, il pourrait finir le projet. On regarde donc ce qu'on veut garder, c'est-à-dire David Spade, Eartha Kitt et un prince inca qui se transforme en lama pour apprendre l'humilité. Et c'est tout. C'est littéralement tout ce qu'on garde, le reste s'en va à la poubelle. Même les chansons de Sting qui sortiront sur un album de production en extra. Sting va donc composer une musique d'intro et une musique de fin qu'il refusera de chanter parce qu'il est trop vieux et on engagera Tom Jones pour les chanter à sa place, ce que Sting va prendre très mal. On se rend compte que le mot manko en japonais veut dire et on change donc le nom du personnage principal en Kuzco. C'est là que le Royaume du Soleil devient The Emperor's New Groove et il nous reste 18 mois pour finir un projet de 6 ans. La sortie. Aux yeux de Michael Eisner, ce projet, c'est une bande d'enfants qui ne font que s'amuser avec les ressources de la compagnie Disney et qui ont déjà dépensé de 40 millions leur budget initial. Dépasser le budget de 40 millions pour Disney à l'époque, c'était un big deal, mais aujourd'hui, seulement 40 millions au-dessus, en fait, c'est une bénédiction. On a les polémiques du bossu de Notre-Dame et Pocahontas fraîchement dans le dos, et Disney commence à se sentir dépassé technologiquement. Jusqu'à ce qu'on projette le film la première fois pour les exécutifs, et là, c'est un succès massif. Le film est drôle, il est divertissant, il est bien raconté, mais Sting, il est furieux, non seulement à cause de la musique, mais à cause de sa fin. Le film devait se finir sur Kuzco qui construit son parc sur la colline d'à côté, ouvert à tous, et Sting pensait que ça démolissait la seule morale restant pour le film, à savoir une sorte de critique du colonialisme au détriment des peuples indigènes. Les scénaristes et réalisateurs vont donc réajuster la fin du film en catastrophe, c'était rendu une habitude à ce point, et ils réussiront finalement à sortir The Emperor's New Groove le 15 décembre 2000. Disney ne sachant pas trop comment vendre le film parce qu'ils étaient en train de dilapider leur budget sur la communication et la promotion des 101 Dalmatiens. Et de toute façon, le film va se faire éclipser par le Grinch avec Jim Carrey. En plus, le succès escompté n'est pas au rendez-vous, même si Kuzco, on peut pas exactement l'appeler un flop monumental comme La Planète au Trésor 2 ans plus tard. Et surtout qu'il est bien reçu par les critiques, la réalité c'est qu'il va à peine rembourser son investissement de base. L'année 2000 est difficile pour Disney entre le remake d'un de leurs plus grands classiques et peu importe ce que Dinosaure est censé être, on peut parler d'une année financière décevante. C'est le dernier clou dans le cercueil, on dit officiellement que la renaissance de Disney est finie, et en tant qu'audience, on regarde ce que le film original aurait dû être et on se demande si l'échange en a valu la peine.